Nos rêves sont des réalités alternatives, ou simplement des sortes de bacs à sable où la simulation teste des possibilités avant de les effacer. Quand j'étais à l'université, je louais un grand appartement avec 3 amis. Une nuit, j'ai fait un rêve extrêmement vif, dont je me souvenais parfaitement au réveil, avec beaucoup de détails. Le rêve concernait des amis à nous qui venaient de se marier et qui étaient alors en voyage de noces. J'ai raconté ce rêve, avec tous les petits détails, à mon colocataire. Dans le rêve, nous étions dans notre salon. La jeune épouse de mon ami lisait le journal du jour pendant que nous, les gars, 5 au total, discutions d'autre chose. Soudain, elle a levé les yeux de son journal et a demandé si nous avions le journal d'aujourd'hui. J'ai répondu en riant et en lui demandant si elle s'amusait tellement pendant sa lune de miel qu'elle en avait perdu la notion du temps. 2 semaines plus tard, le couple était rentré et nous rendait visite. À un moment de la soirée, nous nous sommes assis dans le coin salon, exactement aux mêmes places que celles que j'avais vues dans mon rêve. À ce moment-là, je ne me souvenais absolument pas du rêve. Quelques minutes plus tard, elle s'est mise à lire le journal pendant que nous parlions. Puis la situation a commencé à devenir étrange. Le souvenir du rêve est revenu d'un coup, très fort. Elle a levé la tête de son journal et a demandé si nous avions le journal d'aujourd'hui, et j'ai perdu tout contrôle sur mes propres actions. Complètement sous le choc, j'ai réalisé que je ne pouvais rien faire d'autre que rire et dire exactement les mêmes mots que ceux que j'avais prononcés dans mon rêve. À ce moment-là, l'ami à qui j'avais raconté le rêve auparavant était devenu livide. Je transpirais et j'avais du mal à reprendre mon souffle après être sorti de ce mode automatique, et tout le monde autour de la table nous regardait. Le reste de la soirée, nous avons discuté de l'idée que le temps soit peut-être une dimension dans laquelle on peut se déplacer, et qu'il existe des sortes de tunnels à travers le multivers menant à d'autres points du temps. C'était mon bug dans la matrice. Pas moi, mais l'un de mes superviseurs. Je travaille dans la sécurité d'un hôpital et je connais chaque recoin de l'endroit. Bref, mon superviseur intérimaire m'a raconté une histoire effrayante à propos d'une fois où il est venu dans notre hôpital pour couvrir un service vacant. Notre superviseur habituel était en vacances, donc il le remplaçait depuis un autre hôpital. Il a dit qu'en faisant une ronde de routine, il avait voulu explorer davantage l'hôpital. Il a donc pris l'ascenseur des urgences pour descendre au sous-sol. Juste en sortant de l'ascenseur, il a vu une porte avec une fenêtre. Un homme assis à son bureau a levé les yeux vers lui à travers la vitre et lui a fait un signe de tête. Il a répondu de la même manière et a tourné à droite dans le couloir. Il a expliqué que le couloir formait un grand carré et ramenait vers l'ascenseur. Mais lorsqu'il est revenu devant la même porte où il avait vu l'homme lui faire signe, l'ascenseur n'était plus là. Il n'y avait qu'un cul-de-sac. Il a dit que cela l'avait un peu paniqué, alors il a fait demi-tour et a refait tout le tour du couloir. Quand il est arrivé au même endroit une nouvelle fois, l'ascenseur était de nouveau là, juste à côté de la porte devant laquelle il se trouvait quelques secondes plus tôt. Il a repris l'ascenseur pour remonter d'un étage et est ressorti aux urgences, là où nous passons la majeure partie de notre service, donc ce n'est pas un endroit inconnu pour nous. Et il n'y a qu'un seul ascenseur dans tout le service. Après avoir entendu son histoire, je ne l'ai pas vraiment cru. Je lui ai donc demandé de me montrer quel ascenseur il avait pris et où il était allé. Nous avons pris l'ascenseur des urgences et sommes descendus au sous-sol, un seul étage plus bas. En sortant, il a dit que ce n'était pas le même endroit que celui où il se trouvait la première fois. Nous avons passé une bonne partie de la journée à essayer de comprendre où il avait pu aller autrement, mais rien n'avait de sens. Et crois-moi, nous avons pris tous les ascenseurs et parcouru tous les couloirs. Je lui ai demandé plusieurs fois s'il était absolument certain de ne pas avoir rêvé et d'avoir bien été dans notre hôpital. Il jurait que c'était le bon hôpital et que l'ascenseur qu'il avait pris était bien le même que celui que nous avions utilisé quand il avait rencontré cette zone étrange pour la première fois. Il y a des années, des amis logeaient chez moi pendant quelque temps. Un matin, je me réveille, je fais du café et je vais préparer des tartines,
mais le grille-pain n'est pas à sa place habituelle. Je me dis qu'un des amis l'a déplacé, alors je vérifie les placards. Tous les placards. Je vérifie le garde-manger, puis même tous les appareils électroménagers, la cuisinière, le micro-ondes, le réfrigérateur, le lave-vaisselle. Ensuite, je recommence toute une deuxième fois. Le grille-pain a disparu. Un de mes amis descend à la cuisine. Je lui demande s'il a vu le grille-pain. Il fait la même chose que moi, il vérifie partout. Pas de grille-pain. Sa femme descend à son tour. Même scénario. Toujours pas de grille-pain. Nous sommes tous les trois dans la cuisine, en train de parler du fait que ce foutu grille-pain s'est littéralement volatilisé. J'ouvre le garde-manger pour prendre autre chose. Et là, le grille-pain est là, bien visible, au centre, à hauteur des yeux. Nous avions regardé à cet endroit au moins 6 fois. Aucun de nous n'avait quitté la cuisine à aucun moment et personne d'autre n'y était entré. Mon ami sort le grille-pain du placard, attrape un grand couteau dans un tiroir, coupe le câble du grille-pain et le jette à la poubelle. J'ai acheté un nouveau grille-pain l'après-midi même. Je n'avais aucune envie d'utiliser un grille-pain hanté. Personne dans mon entourage ne me croit, mais cette histoire me hante depuis des années. Quand j'étais enfant, il y avait une série télé que je regardais avec ma mère. Je m'en souviens avec une clarté incroyable. On zappait simplement entre les chaînes quand on est tombé dessus par hasard. Ma mère a tout de suite dit que ça avait l'air fait pour moi, parce que c'était une série de fantasy et que j'adorais absolument tout ce qui touchait à cet univers à l'époque. C'était une série en prise de vue réelle, centrée sur des personnages de contes de fées. Dès le premier épisode, j'ai été totalement accro. Je me souviens de l'excitation, de l'envie de connaître la suite, du sentiment d'avoir découvert quelque chose de spécial. On était abonné au magazine Radio Team, qui listait les programmes télé, et la série y figurait clairement avec un horaire précis pour la semaine suivante. Pour moi, c'était la confirmation que ce n'était pas un rêve ou un programme isolé. Le jour prévu, probablement un vendredi, on s'est installé devant la télévision pour regarder l'épisode suivant. On a attendu. L'émission n'est jamais passée. On a vérifié la chaîne, puis les autres, puis l'horaire. Rien. C'était étrange, mais à l'époque on s'est dit qu'elle avait peut-être été annulée, déplacée ou remplacée à la dernière minute. J'étais déçu, mais comme j'étais enfant et que je n'avais pas accès à Internet, je n'avais aucun moyen de chercher ce qui s'était passé. Peu à peu, j'ai fini par mettre ce souvenir de côté. Les années ont passé. Puis un jour, bien plus tard, les gens ont commencé à parler d'une nouvelle série à la télévision. En entendant la description, j'ai immédiatement tiqué. Le concept, les personnages, l'univers, tout correspondait exactement à la série que je croyais avoir vue enfant. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'une rediffusion ou d'un retour tardif de cette série mystérieuse. J'étais presque euphorique à l'idée qu'elle allait enfin continuer. Sauf que non. En me renseignant, j'ai découvert que cette série était officiellement toute nouvelle. Première diffusion, aucun antécédent, aucun reboot annoncé. D'après toutes les sources, elle n'avait jamais existé auparavant. Pourtant, lorsque je décrivais l'intrigue, les éléments principaux et l'ambiance générale, plusieurs personnes m'ont confirmé que ce que je racontais correspondait parfaitement à cette série. Exactement la même. Un jour, quand j'étais en CE2, j'ai fait une pause dans mes activités habituelles de la récréation du midi, qui consistait surtout à creuser dans le sable ou à faire des bêtises peu recommandables, pour regarder quelques amis essayer de jouer au basket. Ce sport ne m'intéressait pas vraiment, mais je m'étais dit que je pourrais traîner sur le côté du terrain et faire des commentaires amusants pour les autres élèves qui déjeunaient là. Je me suis donc assis à l'endroit qui me semblait offrir le meilleur point de vue et j'ai commencé à parler sans m'arrêter. Pendant les premières minutes, tout s'est déroulé comme on pouvait s'y attendre. Mes amis ont marqué quelques points, j'ai provoqué quelques rires et aussi quelques cris de « tais-toi », et le match a continué avec autant d'énergie et d'enthousiasme qu'un groupe d'enfants de 8 ans pouvait en avoir. Puis, au moment où l'un des enfants a lancé le ballon vers le panier, quelque chose de très étrange s'est produit.
Le ballon a décrit une courbe dans l'air, a touché le cercle et s'est figé. Pas seulement le ballon, mais absolument tout. Chaque élève, chaque morceau de papier emporté par le vent, et même chaque son se sont arrêtés. C'était comme si je me trouvais dans une galerie de statues d'un réalisme inquiétant. 1 ou 2 secondes ont passé avant que je réalise que je parlais dans un monde totalement immobile. Et dès que j'en ai pris conscience, le temps s'est remis à fonctionner normalement. Le monde a repris exactement à la même seconde où il s'était arrêté, et tout le monde a continué comme si rien ne s'était passé. La conclusion logique, c'est que j'ai probablement eu une sorte de malaise ou de micro-crise, et que mon cerveau a comblé les trous après coup. Le problème, c'est que je me souviens très clairement d'avoir parlé pendant ce moment d'immobilité, de réaliser lentement que quelque chose n'allait pas, puis de sentir mon cœur s'emballer avec le début de la panique. Je n'ai pas été coincé très longtemps dans ce monde figé, je te l'accorde, et il existe sans doute une explication parfaitement rationnelle. Malgré tout, une partie de moi a toujours l'impression d'avoir vécu un bug de la réalité. Apparemment, la planète a besoin de plus de mémoire vive. Quand j'étais enfant, je nageais dans un lac avec un ami. Il y avait une plateforme flottante, et à un moment j'ai sauté dans l'eau depuis dessus. Presque aussitôt, mon ami a sauté à son tour sans me voir et il est retombé directement sur moi. Son poids m'a repoussé vers le fond et m'a enfoncé plus profondément sous l'eau que prévu. Instinctivement, j'ai commencé à nager vers le haut. Je n'ai pas paniqué tout de suite, je savais que la surface était juste au-dessus. J'ai continué à remonter, à donner des coups de bras et de jambes, jusqu'à ce que je voie la lumière plus claire au-dessus de moi. Puis j'ai atteint ce que je pensais être la surface. À cet instant précis, j'ai eu une sensation très étrange. J'ai eu l'impression de percer la surface de l'eau, comme on le fait d'habitude pour respirer, sauf qu'au lieu de me retrouver à l'air libre, je me suis rendu compte que j'étais encore sous l'eau. Devant moi, au-dessus de ma tête, il y avait une autre surface, plus haut, comme si la réalité s'était dédoublée. Pendant une fraction de seconde, mon cerveau n'a pas compris ce qui se passait. J'ai continué à nager, un peu plus vite, avec une montée d'angoisse soudaine. Cette fois, j'ai réellement atteint l'air libre. J'ai enfin pu respirer, mais j'étais complètement désorienté. En regardant autour de moi, tout semblait normal, le lac, la plateforme, mon ami, rien d'anormal. Pourtant, je savais que ce que j'avais vu n'était pas une simple illusion ordinaire. Une nuit, j'ai bu 2 bouteilles de 40 oz d'Old English Malt Liquor et fumé environ 4 joints avec mon colocataire et sa copine. Sa copine m'a demandé de la raccompagner à son appartement de l'autre côté de la ville. Je suis bien défoncé mais pas ivre. On monte dans la voiture et on commence à rouler et boum, premier feu rouge, il y a une voiture de police juste devant nous. Pas grave, non? Faux. Quand le feu passe au vert, le flic se rabat derrière nous, allume ses gyrophares et me fait me ranger sur le côté. Apparemment, c'est une amende de 400 $ de rouler en ville avec les pleins phares. Je dis, merde, voilà mon loyer qui s'envole. L'agent me demande où je vais et me dit qu'il sent l'alcool sur mon haleine, puis me demande si j'ai bu ce soir. Je regarde la copine de mon ami, je prends une grande inspiration et je dis oui monsieur l'agent, j'ai bu une bouteille de 40 d'Old English Malt Liquor, ma boisson préférée, il y a un peu plus d'1 heure. Je ramène juste mon ami à son appartement juste au bout de la rue à telle adresse, puis je rentre directement chez moi. L'agent décide alors de me faire souffler dans l'éthylotest. Génial. La copine de mon ami me regarde en mode mais qu'est-ce que tu fais? L'agent revient, je souffle, et il décide de me laisser repartir. Il me dit de raccompagner ma copine chez elle puis de rentrer directement, d'éteindre mes pleins phares et de ne pas lui donner de raison de regretter sa décision. Je réponds oui monsieur, merci beaucoup. Voilà le bug dans la matrice. On arrive au feu suivant et la copine de mon ami n'arrête pas de dire qu'elle n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Je traverse la rue et là, je vois littéralement un cheval blanc, un cheval marron, un cheval noir et un cheval gris. Ils sont tous sans cavalier et avancent en file indienne au milieu de la rue. Il est environ 2 heures du matin,
donc il n'y a absolument aucune raison pour que ces chevaux soient là. Je dis soit je suis beaucoup plus défoncé que je ne le pensais, soit il y a vraiment 4 chevaux juste devant moi. Elle me répond qu'elle les voit aussi, un blanc, un marron, un noir et un gris, et elle se demande où sont leurs cavaliers. On dépasse les chevaux, je la dépose chez elle et on reste tous les deux assis un moment dans la voiture, à essayer de comprendre ce qui vient de se passer en 5 minutes. Elle sort de la voiture et rentre chez elle. Je reprends exactement le même chemin pour rentrer chez moi et je ne vois absolument aucune trace des chevaux. Je rentre sans problème. D'où sortaient ces putains de chevaux ? Il y a environ 4 ans, ma femme et moi avons décidé de passer une soirée tranquille à la maison. C'était l'été, il faisait chaud, et comme nous n'avons pas de climatisation, la porte vitrée coulissante donnant sur le patio à l'arrière était ouverte. On s'est préparé chacun un verre et on s'est installé dans le salon pour regarder le remake de Robocop. Le salon se trouve à l'arrière de la maison, juste à côté de la terrasse, donc on entendait les bruits nocturnes habituels de l'extérieur. Je me souviens très clairement du début du film. On commentait certaines scènes, on buvait lentement, tout était normal. Le dernier souvenir précis que j'ai, c'est une scène où l'on voit Robocop juste après sa transformation en cyborg. Après ça, plus rien. Aucune sensation de fatigue, aucun moment où je me serais senti somnole. La scène suivante de ma mémoire, je me réveille allongé sur le canapé. Pas assis, mais complètement étendu, sans oreiller, dans une position qui ne me ressemble pas du tout. La porte vitrée à l'arrière était grande ouverte. Ma femme dormait profondément sur la partie chaise longue du canapé. La télévision était encore allumée, mais le film était terminé depuis longtemps. Ce qui nous a immédiatement troublés, c'est que ni elle ni moi ne nous souvenions nous être endormis. Encore plus étrange, mon verre était vide, alors que le sien était encore à moitié plein, posé là où elle l'avait laissé. Aucun de nous n'aurait laissé la porte ouverte toute la nuit, surtout moi. J'ai toujours été très strict avec ça, je vérifie systématiquement que tout est fermé et verrouillé avant d'aller dormir. Et je ne m'endors jamais volontairement sur le canapé. Toute la journée suivante, on a essayé de reconstituer ce qui avait pu se passer. On a repassé la soirée en détail, minute par minute, en cherchant un moment logique où la fatigue aurait pu nous frapper tous les deux en même temps. Rien ne collait. On n'avait pas bu excessivement, on n'était pas particulièrement épuisé, et surtout, il n'y avait aucun souvenir de transition entre le film et le réveil. Plus on en parlait, plus l'étrangeté de la situation nous sautait aux yeux. La position dans laquelle je me suis réveillé, la porte ouverte, l'absence totale de souvenirs, tout donnait l'impression qu'un laps de temps entier avait disparu. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, puis relancé la réalité plusieurs heures plus tard. À l'école, en CE2, il y a eu une annonce au haut-parleur disant qu'il y avait une menace de bombe. Tout le monde pensait que c'était un exercice, mais nous avons quand même dû marcher jusqu'au point d'évacuation. Les enseignants avaient l'air inquiets mais essayaient de le cacher. Dans la confusion, quelques élèves se sont éclipsés sans que personne ne le remarque, sauf moi. Je ne pensais pas que c'était grave parce que j'étais convaincu que c'était un exercice. Nous avons attendu au point d'évacuation pendant environ une demi-heure, puis les enseignants ont commencé à se parler à voix basse de manière très agitée. L'un d'eux a pris un mégaphone et a commencé à demander où étaient 2 garçons, ceux qui s'étaient éclipsés. Personne ne savait. J'étais trop gêné pour dire que je les avais vus partir sans rien dire à personne. Les enseignants tentaient de garder tout le monde calme, mais leurs visages étaient complètement paniqués, et c'est là que nous avons compris que ce n'était pas un exercice. 2 enseignants sont partis à leur recherche. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais nous avons ensuite entendu la bombe exploser. Filles et garçons pleuraient, tout le monde était terrifié. Il y avait énormément de véhicules de secours dans le parc, et ce n'est que plusieurs jours plus tard que nous avons appris que les 2 garçons étaient retournés à l'école. L'un était mort et l'autre était grièvement blessé, au point d'avoir été placé en soins intensifs. Il a ensuite dû être amputé d'une jambe. 2 jours plus tard, j'ai vu le garçon censé être mort marcher dans un supermarché avec ses parents. Il n'était blessé d'aucune manière.
Soit sa mort avait été mise en scène de façon très élaborée pour une histoire de protection des témoins ou autre chose du genre, soit la matrice avait de sérieux bugs cette année-là. Pour commencer, sur mon lieu de travail, il n'y a pas d'uniforme officiel. Je travaille dans un service de probation, donc chacun s'habille normalement comme il le souhaite. Un vendredi, il y a quelques semaines, j'ai décidé de mettre un pantalon beige, un polo noir et des chaussures noires, sans y penser plus que ça. En arrivant au bureau, mon superviseur est entré peu après moi. Il portait exactement la même tenue que moi. Pantalon beige, polo noir, chaussures noires. J'ai d'abord cru à une coïncidence amusante et je n'y ai pas prêté plus d'attention. Puis le second superviseur est arrivé, habillé strictement de la même façon. À ce moment-là, on a commencé à se regarder en souriant, un peu perplexe. La situation est devenue encore plus étrange quand deux autres agents sont entrés à leur tour. Eux aussi portaient un pantalon beige, un polo noir et des chaussures noires. À aucun moment nous n'avions coordonné nos tenues, personne n'avait parlé de s'habiller de cette manière, et il n'existe aucune règle qui impose ce genre de vêtements. Très vite, l'ambiance est devenue légère. On s'est tous mis à rire de cette coïncidence improbable. Certains ont plaisanté en disant qu'on avait inconsciemment décidé de créer un uniforme secret, d'autres ont parlé d'un étrange esprit de groupe ou d'une synchronicité bizarre. Quand j'étais petit, vers 2007 environ, je passais la nuit chez un ami. Il devait être entre 2 et 3 heures du matin et comme beaucoup d'enfants à cet âge, on a décidé de sortir dehors pour traîner et faire n'importe quoi sans trop réfléchir. On est resté dehors presque 1 heure, assis à discuter, à inventer des histoires et à profiter du silence de la nuit. À un moment, le ciel s'est soudainement illuminé d'une lumière bleue très intense. Ça ressemblait à un éclair extrêmement puissant, mais il n'y avait aucun orage, pas de gros nuages et aucune tempête dans les environs. La lumière a duré très peu de temps, mais assez pour que nous la voyions tous les deux clairement. On s'est regardé immédiatement, complètement choqués, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. On habitait près d'une installation militaire et avec notre imagination d'enfant, on a commencé à se dire que ça devait être lié à des activités secrètes sur la base. On a commencé à inventer des scénarios, parlant de tests, d'armes expérimentales ou même de choses plus étranges. Après ça, on est rentré à l'intérieur, un peu nerveux, et on a eu du mal à s'endormir, repensant sans cesse à cette lumière dans le ciel. Le lendemain matin, encore marqué par l'événement, j'ai décidé de chercher sur Internet pour voir si quelqu'un avait parlé de ce phénomène ou si des informations existaient à ce sujet. J'ai passé du temps à lire des forums et des articles, mais je n'ai rien trouvé qui correspondait à ce que nous avions vu. Aucune explication officielle, aucun témoignage similaire. Avec le temps, l'événement est resté comme un souvenir étrange, quelque chose que je n'ai jamais vraiment réussi à expliquer mais que je n'ai jamais oublié non plus. Un jour, il y a environ 2 mois, j'ai passé l'après-midi puis la nuit chez ma meilleure amie. On se connaît depuis 7 ans et on a toujours été très proches. La veille de cette rencontre, on était au téléphone pour organiser notre journée du lendemain. La conversation a fini par dériver vers les garçons, comme souvent. À un moment, elle m'a confié que quelques années plus tôt, quand on était encore au lycée, elle était allée chez un garçon après les cours et qu'ils s'étaient rapprochés. Évidemment, ma curiosité s'est réveillée. Je lui ai demandé qui était ce garçon. Elle s'est contentée de me dire que c'était quelqu'un de notre promotion, sans jamais me donner son nom. J'ai insisté plusieurs fois, un peu taquine, un peu trop curieuse sans doute. Elle évitait toujours la question, et à la fin on en a ri toutes les deux, comme si ce n'était qu'une plaisanterie sans importance. La conversation s'est terminée dans la bonne humeur et je n'y ai plus pensé sur le moment. Le lendemain, on s'est retrouvés et on a repensé en riant à cet échange. La journée s'est passée normalement, entre discussions, souvenirs et fou rire. Le soir venu, alors qu'on se préparait à dormir, je lui ai demandé si elle préférait dormir dans mon lit avec moi ou sur le sol de ma chambre, où je pouvais lui préparer un couchage. Elle a choisi le sol,
en expliquant qu'elle bougeait beaucoup en dormant et qu'elle risquait de me donner des coups de pied. Après encore beaucoup de discussions et de rires étouffés, on s'est finalement endormi vers 2 heures du matin. Au cours de la nuit, j'ai fait un rêve extrêmement dérangeant. Dans ce rêve, j'étais allongé dans mon lit exactement comme dans la réalité, et mon amie était assise sur le sol, à côté de moi. Tout semblait normal, sauf un détail terrifiant. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'elle était enceinte de 5 mois et que je venais tout juste de l'apprendre. J'étais sous le choc. Je lui demandais sans arrêt qui était le père, incapable de comprendre comment elle avait pu me cacher quelque chose d'aussi énorme. Elle s'est mise en colère et m'a dit que ça ne me regardait pas. La discussion est rapidement devenue une dispute. Puis, soudainement, elle s'est levée, s'est penchée au-dessus de mon lit et m'a hurlé dessus que je faisais toujours ça, que je la harcelais sans cesse pour obtenir des informations, que je ne savais jamais m'arrêter. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer dans le rêve, réellement terrorisé par sa réaction et par l'intensité de la situation. Sans prévenir, elle a tendu les mains vers moi, les a refermées autour de mon cou et a commencé à m'étrangler. Je me débattais, je frappais, j'essayais d'attraper ses poignets pour me libérer. Puis je me suis réveillé brusquement, en train de me débattre sur mon lit, le cœur battant à toute vitesse. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que j'étais éveillé. Ce qui m'a glacé, c'est que je ressentais encore clairement la sensation de ses mains autour de mon cou, exactement comme dans le rêve. Cette impression ne disparaissait pas immédiatement, et elle était terriblement réelle. Affolé, je me suis penché sur le côté de mon lit et j'ai regardé vers le sol. Mon amie dormait profondément, paisible, exactement là où elle s'était couchée. Le soleil commençait à se lever et une lumière pâle remplissait la chambre, ce qui rendait la scène encore plus étrange. Finalement, j'ai réussi à me rendormir. Je me suis réveillé vers 9 heures du matin. Mon amie était déjà réveillée, assise sur le sol avec son téléphone. Dès que j'ai pu, je lui ai raconté le rêve en détail. Elle a été sincèrement troublée en m'écoutant. Elle m'a dit que ça lui faisait froid dans le dos et qu'elle avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Quand j'avais 6 ou 7 ans, je venais juste de rentrer de l'école. À cette période, ma petite sœur venait de naître et elle était dans la chambre de mes parents, installée tranquillement dans son berceau. En arrivant à la maison, j'ai vu ma mère occupée à faire autre chose. Elle m'a dit que ma sœur dormait dans son berceau et m'a demandé d'aller vérifier si tout allait bien. J'ai accepté sans hésiter et je suis allé dans la chambre de mes parents. J'ai traversé la pièce, je me suis approché du berceau et là, il était vide. Ma sœur n'était pas dedans. Sur le moment, mon cerveau d'enfant a complètement paniqué. J'ai commencé à courir partout dans la maison, ouvrant les portes, regardant derrière les meubles, pensant qu'elle avait roulé ailleurs. Mais plus je cherchais, plus la peur montait parce que je savais très bien qu'elle était trop petite pour marcher ou même ramper. Elle ne pouvait pas s'être déplacée toute seule. Complètement affolé, je suis sorti en courant jusqu'au garage où se trouvait ma mère. Je lui ai dit que ma sœur n'était pas dans son berceau et que je n'arrivais pas à la trouver. En voyant mon état, ma mère a immédiatement paniqué à son tour. Elle a lâché ce qu'elle faisait et a couru dans la maison, moi juste derrière elle. Nous sommes rentrés dans la chambre et nous sommes allés droit au berceau. Cette fois, ma sœur était là, endormie paisiblement, exactement comme si elle n'avait jamais bougé. Elle avait une couverture et un oreiller, mais rien qui aurait pu la cacher entièrement. Le berceau avait des parois en filet, on pouvait voir à travers sous tous les angles. Il n'y avait aucun endroit où elle aurait pu être dissimulée. Je me souviens être resté figé, essayant de comprendre comment elle avait pu disparaître puis réapparaître en si peu de temps. Ma mère est restée silencieuse un moment, la regardant respirer pour s'assurer qu'elle allait bien. Elle n'a jamais trouvé d'explication et moi non plus. Pendant une bonne minute, c'était comme si ma sœur avait simplement cessé d'exister, puis était revenue comme si de rien n'était. Même aujourd'hui, ce souvenir me donne encore une drôle de sensation. Mon colocataire a 2 chiens, et comme je suis toujours le dernier à partir le matin,
c'est moi qui les laisse sortir dans le jardin pour qu'ils fassent leurs besoins avant que j'aille travailler. Ce matin-là, je leur ai ouvert la porte comme d'habitude. L'un des deux chiens est rapidement revenu à l'intérieur, mais l'autre est resté dehors, occupé à renifler et à faire ce qu'il avait à faire. J'étais déjà en retard, alors je n'ai pas refermé la porte. Je suis resté juste à l'intérieur de la maison, face au jardin, la porte grande ouverte, en le regardant directement pour être sûr qu'il rentrerait dès qu'il aurait fini. Je ne faisais rien d'autre. Je ne regardais pas mon téléphone, je ne bougeais pas, j'attendais simplement qu'il revienne. À un moment, sans aucun bruit particulier, il n'était plus là. Il était littéralement devant moi une seconde plus tôt, puis le jardin était vide. J'ai immédiatement pensé qu'il avait dû rentrer dans la maison, mais je me tenais juste devant l'ouverture. S'il était passé à côté de moi, je l'aurais forcément senti ou vu. C'est un gros chien, un husky croisé, impossible à manquer. J'ai jeté un coup d'œil rapide derrière moi, puis je suis sorti dans le jardin, convaincu qu'il avait peut-être contourné la maison par le côté. Il n'était nulle part. J'ai regardé près de la clôture, le long des murs, derrière les poubelles, partout où il aurait pu aller. Plus je cherchais, plus la panique montait. Ce chien ne pouvait pas simplement disparaître comme ça. J'ai commencé à l'appeler par son nom, de plus en plus fort, en essayant de rester calme. C'est là que j'ai entendu des bruits de pas à l'intérieur de la maison. Ils venaient clairement du couloir. Quelques secondes plus tard, le chien a passé la tête par la porte intérieure, l'air complètement perdu, comme s'il ne comprenait pas pourquoi je l'appelais. Il était déjà dedans. Je suis resté figé un instant, à essayer de comprendre comment il avait pu se retrouver là sans passer par la porte devant laquelle je me tenais. J'ai ressenti un frisson, une sensation étrange, comme si quelque chose venait de se produire et que mon cerveau refusait encore de l'accepter. J'ai regardé le chien, puis la porte, puis à nouveau le jardin, mais rien ne faisait sens. Malgré tout, j'étais vraiment en retard pour le travail. J'ai attrapé mes affaires, j'ai refermé la porte, et je suis parti en faisant comme si rien d'anormal ne venait de se produire. Cela s'est produit une fois quand ma femme et moi rendions visite à mon père. À ce moment-là, il vivait dans une ville où je n'avais jamais grandi et où je n'avais jamais habité auparavant. Pendant notre séjour, nous avions prévu d'aller visiter une vieille mine datant du 19e siècle, un lieu ouvert au public avec des visites guidées. Le problème, c'est que mon père était en retard. Il devait encore prendre une douche et se changer et il lui restait au moins 20 minutes avant d'être prêt. Il avait déjà fait la visite de la mine auparavant, alors il nous a dit de partir sans lui et qu'il nous rejoindrait directement sur place. Nous avons accepté et nous sommes partis. Nous avons quitté sa maison et roulé jusqu'à la mine, un trajet d'environ 15 minutes. La route menant à cet endroit est très particulière. Il n'y a qu'un seul accès, une route isolée en périphérie de la ville, qui mène directement à la mine. Une seule entrée et une seule sortie, impossible de prendre un autre chemin ou de couper à travers. Quand nous sommes arrivés sur le parking, nous avons vu mon père debout à l'extérieur, nous attendant tranquillement. Il était clairement fraîchement douché et habillé, prêt pour la visite. Ma femme et moi nous sommes regardés, totalement perplexes. Nous avions pris la même route que lui, sans détour, et nous étions partis avant qu'il ne soit prêt. Pourtant, il était arrivé avant nous. Sur le moment, on a cru à une blague. On lui a demandé s'il était parti avant nous ou s'il avait pris une autre route, mais il nous a assuré qu'il était parti après et qu'il n'existait qu'un seul chemin pour venir ici. Nous avons essayé de reconstruire la chronologie, de vérifier l'heure, de comprendre si nous avions fait un arrêt sans nous en souvenir, mais rien ne collait. Il y a très longtemps, quand j'étais encore enfant, j'ai lancé un frisbee à travers mon jardin. Je me souviens très clairement du geste, du lancer bien droit, et surtout de ce qui a suivi. Le frisbee a atteint la clôture en grillage métallique au fond du terrain et, au lieu de rebondir ou de tomber, il l'a traversé sans la moindre résistance. Pas de bruit, pas d'accrochage, rien. Il est passé de l'autre côté comme si la clôture n'avait jamais existé. Sur le moment, je suis resté figé, incapable de comprendre ce que je venais de voir.
J'ai regardé la clôture, j'ai regardé l'endroit où le frisbee avait atterri, puis je suis retourné toucher le grillage pour vérifier qu'il était bien réel. Tout était normal. Pourtant, ce souvenir est l'un des très rares que je garde de cette période de ma vie, justement parce qu'il n'a jamais trouvé d'explication logique. La deuxième histoire est beaucoup plus récente, elle s'est produite il y a seulement quelques semaines. Un matin, je préparais mes affaires pour aller à l'école. Je mettais mon sac en ordre et je préparais ma batte de baseball. À un moment, j'ai fait tomber une balle de baseball par terre, juste à côté du sac. Je l'ai vue rouler légèrement et s'arrêter sur le sol. Je ne l'ai pas ramassée tout de suite, pensant le faire juste après. Je suis monté à l'étage pour aller chercher un short. Arrivé en haut, je me suis distrait pour une raison quelconque et je suis redescendu sans le short. En passant près du sac, je me suis souvenu de la balle et j'ai voulu la ramasser. Elle n'était plus là. J'ai d'abord pensé qu'elle avait roulé plus loin. J'ai regardé sous le sac, sous les meubles, contre les murs, dans les coins, absolument partout où elle aurait pu aller. Impossible de la trouver. Après un long moment à chercher, j'ai abandonné, un peu agacé, et je me suis souvenu que j'avais oublié mon short à l'étage. Je suis donc remonté pour le récupérer. Une fois en haut, j'ai réalisé que le short avait lui aussi disparu. Je savais exactement où je l'avais laissé, sur mon lit, et il n'y était plus. J'ai fouillé la chambre, le placard, la salle de bain, le couloir, pensant que quelqu'un l'avait déplacé. Rien. Depuis ce jour-là, ni la balle de baseball ni le short ne sont réapparus. Personne ne les a retrouvés, personne ne se souvient les avoir vus. Il y a quelques hivers, mes mains étaient dans un état terrible. Elles étaient extrêmement gercées, craquelées et saignaient à cause du froid. Un jour, j'étais arrêté à un feu rouge très long et je me suis un peu déconnecté de ce qui m'entourait. J'avais l'impression que le temps ralentissait, comme si le moment s'étirait anormalement. Pendant ce laps de temps, je me suis mis à imaginer que j'avais une excellente crème pour les mains. Dans mon esprit, je la voyais clairement et je me représentais le geste de l'étaler sur ma peau abîmée. J'imaginais cette lotion comme quelque chose de presque miraculeux, qui pénétrait profondément, refermait les fissures, arrêtait la douleur et rendait mes mains douces et saines. Je me concentrais sur cette idée sans vraiment m'en rendre compte, comme si c'était plus qu'une simple pensée. Le feu est finalement passé au vert et j'ai repris la route. L'image de la crème a disparu de mon esprit et je n'y ai plus pensé de la journée. Ce n'est que plus tard, en utilisant mes mains pour une tâche banale, que quelque chose m'a frappé. Je les ai regardées de plus près et j'ai remarqué qu'elles étaient complètement différentes. Toutes les crevasses avaient disparu. Il n'y avait plus aucune trace de sécheresse, plus de fissures ni de sang. La peau était lisse, souple et parfaitement normale, comme si elle n'avait jamais été abîmée. J'ai passé mes doigts dessus plusieurs fois, incrédule, cherchant une explication rationnelle. Je savais dans quel état elles étaient le matin même. Une nuit, quand j'étais enfant, j'ai dormi dans le lit de ma mère. D'habitude je dormais toujours dans ma chambre, mais cette nuit-là je ne me souviens plus de la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. J'étais du côté du lit le plus proche de la porte, et ma mère était de l'autre côté. Près de sa tête, il y avait toujours une serviette jaune posée là, l'endroit préféré de notre chat qui venait s'y installer chaque nuit sans exception. La porte de la chambre était entr'ouverte. À un moment, j'ai entendu le bruit très reconnaissable de notre chat en train de gratter la boîte où l'on rangeait les chaussures et quelques affaires, près de l'entrée de l'appartement, à environ 3 mètres dans le couloir. Je ne pouvais pas voir cette zone, mais le son était impossible à confondre. Dans notre maison, ce bruit faisait partie du quotidien, le chat adorait gratter là de temps en temps. Sur le moment, ça ne m'a donc pas inquiété. Ce qui m'a troublé, c'est que quelques instants plus tôt, j'avais parlé avec ma mère. À ce moment précis, elle m'avait dit que le chat était avec nous, sur son côté du lit. Je ne l'avais pas vu partir, et je n'avais entendu aucun mouvement dans la chambre. Intrigué, j'ai attendu une seconde, puis j'ai demandé où était le chat. Presque immédiatement, d'une voix calme et sûre, ma mère m'a répondu qu'il était là.
Cette réponse est arrivée à peine 2 secondes après le bruit de griffes dans le couloir. J'ai regardé vers la serviette jaune, et le chat y était bien, immobile, exactement à sa place habituelle. Il n'avait pas l'air essoufflé, ni agité, ni même réveillé. Rien ne laissait penser qu'il venait de traverser le couloir à toute vitesse pour revenir se poser là. Pendant un moment, je suis resté silencieux, à essayer de comprendre. Soit j'avais entendu quelque chose d'autre qui imitait parfaitement le bruit du chat, soit il s'était déplacé à une vitesse impossible sans que personne ne le voie ni ne l'entende passer. L'idée d'une simple erreur m'a traversé l'esprit, mais plus j'y pensais, moins elle me rassurait. Quand j'avais environ 8 ou 9 ans, vers 2003 ou 2004, je me souviens très clairement avoir vu un clip passer à la télévision. C'était une chanson de Michael Bublé. À l'époque, je ne connaissais ni le titre ni l'artiste, mais la mélodie, les paroles et même le clip se sont imprimés dans ma mémoire. Je me rappelle être assis dans le salon de mon ancienne maison, devant notre vieille télévision, en regardant la vidéo du début à la fin. Avec le temps, la chanson est restée dans ma tête, mais je n'ai jamais réussi à la retrouver. Je la fredonnais parfois, j'essayais d'expliquer le clip ou l'air à d'autres personnes, mais personne ne voyait de quoi je parlais. On me disait que ça n'existait pas ou que je mélangeais plusieurs chansons. À force, j'ai fini par douter moi-même, tout en restant persuadé d'avoir vraiment vu et entendu ce morceau. En 2005, nous avons déménagé dans une autre maison, l'année où mon frère est né. Les années ont passé et ce souvenir est resté enfoui, jusqu'au jour où, vers 2009, j'ai entendu cette chanson à la radio. Dès les premières secondes, j'ai su que c'était elle. J'ai reconnu la mélodie, puis les paroles sont revenues naturellement, au point que je les connaissais déjà par cœur. J'ai été complètement bouleversé, incapable de croire ce que j'entendais. Quand j'ai enfin appris le nom de la chanson et de l'artiste, j'ai cherché le clip et je l'ai regardé. Tout correspondait exactement à ce que j'avais en mémoire. Les scènes, l'ambiance, les détails visuels. C'était comme si un souvenir impossible venait d'être confirmé des années plus tard. Ce n'est pas le seul phénomène étrange de ce genre que j'ai vécu. Il m'est aussi arrivé de lire des livres dès leur sortie, bien avant qu'il n'y ait des illustrations officielles ou la moindre annonce d'adaptation au cinéma. En lisant, j'imaginais naturellement les décors, les visages des personnages, leur manière de bouger et même certaines scènes clés. Puis, des années plus tard, quand les films ont été réalisés, chaque élément semblait correspondre à ce que j'avais imaginé. Les lieux, les expressions, les personnages, tout coïncidait. Ce n'est pas vraiment mon histoire, mais mon ancien patron, qui est aussi le meilleur ami de mon père, me racontait souvent un souvenir de leur adolescence. D'après lui, mon père avait complètement détruit sa Volare dans un accident de voiture. Il expliquait à quel point mon grand-père avait été furieux, comment la voiture avait été déclarée inutilisable, et surtout comment mon père avait été puni. Pendant des mois, mon grand-père aurait dû le conduire tous les jours à l'université puis venir le rechercher, jusqu'à ce que la situation soit réglée. Il racontait ça comme une anecdote presque amusante, en insistant sur la gêne de mon père et sur les remarques constantes de mon grand-père pendant les trajets. Il m'a répété cette histoire plusieurs fois au fil des années, toujours avec les mêmes détails, toujours sûr de lui. À force, je l'ai rangé dans un coin de ma tête sans trop y penser. Puis, des années plus tard, au détour d'une conversation banale, j'ai mentionné à mon père qu'il avait détruit sa Volare quand il était jeune. Sa réaction a été immédiate et très ferme. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu d'accident ayant conduit à une voiture complètement détruite. Quand j'ai essayé de lui rappeler qu'il avait été conduit à la fac tous les jours par son père, il m'a regardé avec un sérieux total et m'a assuré que cela n'était jamais arrivé. Sur le moment, j'ai pensé que mon père avait simplement oublié ou réécrit le souvenir avec le temps. Mon ancien patron, lui, a cette capacité étrange de se souvenir de détails très précis mais totalement ordinaires, comme des dates, des modèles de voitures ou des phrases exactes. J'ai donc mis ça sur le compte d'une mémoire défaillante de mon père et j'ai encore une fois laissé tomber l'histoire. Jusqu'à une soirée poker, bien plus tard. Mon père et mon ancien patron étaient tous les deux présents. La discussion tournait autour des accidents de jeunesse et quelqu'un a évoqué une voiture détruite.
J'ai alors ressorti l'histoire de la volare, pensant que cette fois l'un des deux reconnaîtrait la vérité et clarifierait enfin ce souvenir. Au lieu de ça, la conversation s'est transformée en un débat animé mais cordial entre eux. Mon ancien patron jurait que l'accident avait bien eu lieu, qu'il s'en souvenait parfaitement, qu'il avait même vu la voiture après l'accident. Mon père, tout aussi sûr de lui, niait catégoriquement et affirmait que cette histoire était inventée ou confondue avec quelqu'un d'autre. J'ai un souvenir extrêmement précis de la chute du mur de Berlin, alors que je n'avais qu'un mois à l'époque. Dans mon souvenir, je me trouve dans la maison de mon enfance. La télévision est allumée et diffuse l'événement en direct. Mes parents sont là, debout dans la pièce, en train de regarder l'écran et de commenter ce qu'ils voient. J'entends leur conversation et je comprends qu'il se passe quelque chose d'historique et d'important. Je me souviens que ma mère tient un bébé dans ses bras, et avec le recul je sais que ce bébé ne peut être que moi. Je me rappelle l'odeur du repas qui est en train de cuire, le bruit de la télévision en fond, les vêtements que portaient mes parents ce soir-là. Dans ma tête, tout est clair, structuré, comme une scène figée dans le temps que je peux revoir quand je veux. Des années plus tard, j'ai raconté ce souvenir à ma mère. Elle a essayé de me rassurer en disant que ce devait être une rediffusion vue bien plus tard, et que j'avais probablement confondu en pensant que c'était du direct. Elle semblait convaincue que mon esprit avait reconstruit cette scène avec le temps. Je lui ai alors répondu en lui parlant d'un détail précis de leur discussion ce soir-là. Je lui ai rappelé comment il parlait d'ustensiles de cuisine soviétiques que sa grand-mère avait trouvés sur un marché aux puces, et comment elle les utilisait encore pour faire de la pâtisserie quand elle était enfant. À ce moment précis, l'expression de ma mère a complètement changé. Elle est devenue pâle, figée, comme si je venais de révéler quelque chose que je n'aurais jamais dû savoir. Elle m'a regardé longuement avant de dire qu'elle ne comprenait absolument pas comment je pouvais me souvenir de ça. Ce n'était pas une histoire qu'elle racontait souvent, ni un souvenir partagé régulièrement en famille. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, il était totalement vide. Aucun meuble, aucun carton oublié, rien qui puisse laisser penser que quelqu'un avait vécu là avant moi. Il y avait juste un placard avec des étagères déjà fixées. Un jour, en rangeant mes affaires, je suis monté sur une chaise pour poser des livres tout en haut. Ma tête touchait presque le plafond et je regardais vers le bas, concentré sur l'équilibre des livres. C'est à ce moment précis qu'un boîtier est tombé juste au-dessus de ma tête et s'est écrasé sur le sol. J'ai sursauté, persuadé que quelqu'un venait de me le lancer. J'ai immédiatement regardé autour de moi, mais j'étais seul. L'appartement était silencieux et la porte était fermée. Aucun endroit logique d'où cet objet aurait pu tomber, surtout avec ma tête collée au plafond à cet instant. Je me suis penché pour ramasser le boîtier. C'était un boîtier de Smash Bros sur GameCube, mais vide, sans le jeu à l'intérieur. Le plus troublant, c'est que je n'ai jamais possédé de GameCube et je n'ai jamais acheté ce jeu. Je ne reconnaissais pas non plus le boîtier. Il ne venait d'aucun carton à moi, et il n'y avait rien au-dessus des étagères qui aurait pu le cacher. Pendant un long moment, j'ai essayé de comprendre. J'ai vérifié le plafond, les coins du placard, les étagères, même le dessus des murs, mais il n'y avait strictement rien. L'objet semblait être apparu de nulle part, comme s'il avait été lâché volontairement juste à côté de ma tête. Cette idée m'a mis mal à l'aise, et j'ai quitté le placard avec une sensation étrange, comme si je n'étais plus vraiment seul dans l'appartement. Une fois, ma mère et moi roulions sur une route près de chez nous, une route que nous empruntions tous les matins sans jamais y penser. C'était un trajet banal, presque automatique. Nous avons tourné un virage comme d'habitude et, juste là, au bord de la route, se tenait une personne immobile, debout très près de nous. Cette personne ressemblait exactement à ma mère. Le visage, la posture, la manière de se tenir. Elle portait même une veste en cuir qui était identique à celle que ma mère avait sur le dos ce jour-là. La seule différence notable, c'est qu'elle paraissait un peu plus âgée, comme une version légèrement vieillie d'elle-même. Sur le moment, j'ai pensé que mon esprit me jouait un tour. J'ai regardé droit devant moi,
puis de nouveau vers l'endroit où elle se tenait, le cœur battant. Je me suis dit que si je demandais à ma mère si elle avait vu la même chose, elle me dirait probablement que non et que je passerais pour quelqu'un d'imaginatif. Malgré tout, j'ai fini par lui poser la question, presque à voix basse. À ma grande surprise, elle m'a répondu qu'elle avait vu la personne elle aussi. Elle avait la même confusion dans la voix que moi dans la tête. Nous avons échangé quelques mots rapides, essayant de comprendre ce que nous venions de voir, mais la voiture continuait d'avancer et la personne a disparu derrière nous. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence étrange. On en a reparlé un peu plus tard, en comparant nos souvenirs de la scène, et chaque détail correspondait. La ressemblance, la veste, l'expression neutre sur le visage de cette femme immobile. Aucun de nous n'a trouvé d'explication satisfaisante. Quand j'étais petit, vers 2007 à peu près, je passais la nuit chez un ami. Il était tard, autour de 2 ou 3 heures du matin, et comme beaucoup d'enfants à cet âge, on a décidé de sortir faire un peu n'importe quoi dehors, juste pour se sentir libre. On est resté dehors presque 1 heure, assis à discuter tranquillement, à rire et à inventer des histoires. Soudain, le ciel s'est illuminé d'une lumière bleue profonde mais extrêmement vive. C'était un peu comme un énorme éclair, sauf qu'il n'y avait aucun orage, aucun nuage menaçant, et aucun bruit de tonnerre. La lumière a duré à peine 1 seconde, mais elle a été assez forte pour éclairer tout le quartier. On a tous les deux levé la tête au même moment, complètement figés, puis on s'est regardé avec un mélange de peur et d'incompréhension. On s'est demandé ce qu'on venait de voir, sans réussir à trouver une explication logique. On habitait près d'une installation militaire, et avec notre imagination d'enfant, on a immédiatement pensé à des expériences secrètes. On plaisantait à moitié en parlant d'activités mystérieuses, de projets cachés et même d'histoires dignes de la zone 51. Après ça, l'ambiance a changé. On n'était plus aussi détendu, on parlait plus doucement, et on avait l'impression d'être observé, même si rien d'autre ne s'est produit cette nuit-là. Une nuit, je regardais des films dans le salon jusque très tard. À un moment, j'étais complètement épuisé et j'ai décidé d'aller me coucher. Je connaissais parfaitement ma chambre et surtout mon lit double, qui était toujours bien serré contre le mur. À cause de ça, je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lumière en entrant dans la pièce. Je me suis jeté dans mon lit avec confiance, certain de tomber directement dessus. Mais au lieu de sentir le matelas sous moi, j'ai roulé et je suis tombé droit sur le sol. Le choc m'a complètement réveillé. Pendant 1 seconde, je suis resté allongé par terre, désorienté, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon lit était censé être collé au mur. Il n'y avait aucun espace pour tomber ainsi. Dans la pénombre, j'ai tendu la main et j'ai senti quelque chose sous mes doigts. C'était bien mon lit, ou du moins une partie de celui-ci. J'ai rampé sur ce que je pouvais toucher, encore convaincu qu'il avait dû bouger pour une raison quelconque. De là où j'étais, je pouvais atteindre l'interrupteur, alors je me suis relevé et j'ai allumé la lumière. Instantanément, tout est redevenu normal. Mon lit double était parfaitement en place, solidement poussé contre le mur, exactement comme il l'avait toujours été. Il n'y avait aucun espace vide, aucun signe qu'il avait bougé, aucune trace qui aurait pu expliquer ma chute. Je me suis retourné plusieurs fois, regardant le sol, le mur, le lit, cherchant une explication logique. Je suis resté debout quelques secondes, le cœur battant, avant de m'asseoir lentement sur le matelas pour vérifier qu'il était bien réel. Tout semblait normal, trop normal même. Finalement, je me suis recouché, mais cette fois avec la lumière allumée un moment, incapable de chasser l'impression que, pendant quelques secondes, ma chambre n'avait pas tout à fait obéi aux règles habituelles. Ma mère a toujours pensé qu'elle et moi avions quelque chose de particulier. Pas dans le sens d'un pouvoir clair ou maîtrisé, mais plutôt une sensibilité étrange, comme si certaines informations nous atteignaient avant le reste du monde. Un jour, dans mon pays, une affaire a fait beaucoup de bruit. Une jeune fille avait été retrouvée morte dans un hôtel, apparemment dans un congélateur.
Je me souviens très bien du moment où j'ai vu l'article. J'étais en train de faire défiler les actualités en ligne, sans but précis, et je suis tombé dessus. J'ai lu le titre, regardé les photos, parcouru le texte, puis j'ai continué ma journée sans y penser davantage. Environ 2 semaines plus tard, ma mère est venue me voir, très excitée. Elle adore les théories du complot et tout ce qui touche à l'étrange. Elle m'a montré un article sur son téléphone et m'a parlé de cette fille retrouvée morte. Je lui ai répondu naturellement que j'avais déjà vu cette histoire. Elle s'est figée. Elle m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'impossible. Elle m'a expliqué que cette affaire venait tout juste d'être révélée, 1 ou 2 jours plus tôt. Pour me prouver que je me trompais, elle m'a montré la date de publication. L'article qu'elle lisait était exactement le même que celui que j'avais vu. Même titre, même photo, même mise en page. À ce moment-là, on a tous les deux réalisé qu'il n'y avait aucune logique à ce que je connaisse cette histoire avant qu'elle ne se produise officiellement. Ce n'est pas le seul événement qui l'a convaincu que quelque chose d'étrange nous entourait. Un autre jour, ma mère s'est réveillée après un rêve très précis. Elle m'a raconté qu'elle avait vu 5 personnes importantes au Mexique mourir. Elle a dit leur nom, dans un ordre bien défini, et elle a même décrit les causes de leur mort. Elle a aussi donné une date approximative. Avec le temps, les choses se sont déroulées exactement comme elle l'avait annoncé. Les personnes sont mortes dans l'ordre qu'elle avait cité. La date correspondait. Les causes aussi. L'une d'elles était un joueur de football célèbre qui est mort dans un crash d'avion. Une autre était un homme politique décédé d'une tumeur au cerveau ou d'une maladie similaire. Les autres noms m'échappent aujourd'hui, mais je me souviens très bien que ces personnes n'avaient aucun lien entre elles. Quand j'étais enfant, je vivais littéralement juste à côté de mon école. Pour y aller, je n'avais qu'une seule route à traverser, puis un grillage à sauter, et j'étais déjà sur le terrain de l'école, à moins de 50 mètres des bâtiments et de la cour. C'était un trajet tellement court et habituel que je le faisais sans vraiment y penser. Un matin, alors que je sortais de chez moi pour aller en cours, je m'apprêtais à traverser la route. Juste avant que je ne le fasse, un Dodge Ram van est passé devant moi. Je l'ai laissé passer, puis j'ai traversé la route et j'ai sauté le grillage pour entrer sur le terrain de l'école. À peine avais-je atterri de l'autre côté qu'une pensée m'a traversé l'esprit. J'avais oublié quelque chose d'important chez moi, même si aujourd'hui je ne me souviens plus de quoi il s'agissait. Sans hésiter, je me suis retourné, j'ai ressauté le grillage et je suis rentré en courant à l'appartement pour récupérer ce que j'avais oublié. Tout s'est passé très vite. Une fois prêt, je suis ressorti de l'immeuble et je suis revenu au bord de la route, exactement au même endroit que quelques minutes plus tôt. C'est là que quelque chose de vraiment étrange s'est produit. Le même Dodge Ram van est repassé devant moi, dans la même direction, au même moment précis où je m'apprêtais à traverser. En le voyant, j'ai ressenti une sensation de déjà-vu d'une intensité presque violente, comme si le temps venait de se replier sur lui-même. J'avais l'impression de revivre exactement la même scène, image pour image. Je suis resté figé quelques secondes, observant le van s'éloigner, avec la certitude absolue que ce n'était pas une simple coïncidence. Là où je vivais, ce type de véhicule était très rare, ce qui rendait la situation encore plus troublante. Ce jour-là, j'ai eu la sensation profonde que quelque chose avait changé, comme si la réalité avait brièvement redémarré ou corrigé une erreur. Même en grandissant, je n'ai jamais réussi à trouver une explication satisfaisante à cet événement. J'ai pris des champignons hallucinogènes avec 4 amis. Pendant que l'effet montait, on était tous assis autour d'une table, chacun sur une chaise, à seulement quelques dizaines de centimètres les uns des autres. On parlait, on riait, rien d'inhabituel pour ce genre de soirée, jusqu'à ce que quelque chose change brusquement dans ma perception. D'un coup, j'ai vu 3 de mes amis devenir vieux. Leurs cheveux étaient gris, leurs visages marqués par le temps, comme s'ils avaient au moins 50 ans. Ce n'était pas une déformation floue ou mouvante. Ils avaient l'air calmes, presque familiers dans cet état, comme si c'était une version normale d'eux. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que je ne voyais pas le 4e.
Sa chaise était là, exactement à la même distance que les autres, mais lui n'était plus présent dans mon champ de vision. Mon regard passait à l'endroit où il aurait dû être assis, sans rien accrocher. La scène a duré peut-être 1 minute. Puis, sans transition, tout est revenu à la normale. J'ai revu mes 4 amis tels qu'ils étaient réellement, jeunes, âgés de 21 ans, en train de discuter comme si rien ne s'était passé. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai préféré garder ça pour moi, en me convainquant que ce n'était qu'un effet du trip, une image bizarre sans signification. Pourtant, cette vision ne m'a jamais vraiment quitté. Même après que les effets soient retombés, j'y repensais parfois, sans comprendre pourquoi elle m'avait marqué plus que les autres hallucinations. Il y avait quelque chose de différent, de trop précis, trop cohérent. 8 mois plus tard, le 4e ami, celui que je n'avais pas vu pendant 7 minutes, est mort dans un accident. L'annonce m'a frappé de plein fouet. Immédiatement, cette scène est remontée à la surface, avec une force que je n'ai jamais réussi à oublier. D'un coup, ce souvenir prenait une dimension beaucoup plus lourde. Quand j'étais petit, vers 2007 à peu près, un ami et moi traînions chez lui. Il était entre 2 et 3 heures du matin et, comme beaucoup de gamins qui s'ennuient, on a décidé de sortir dehors pour faire un peu n'importe quoi et passer le temps. On est resté dehors presque 1 heure, assis à parler de tout et de rien, à rigoler sans vraiment faire attention à l'heure. À un moment, sans aucun avertissement, le ciel s'est illuminé d'une lumière bleue profonde mais très intense. C'était comparable à un énorme éclair, sauf qu'il n'y avait ni orage, ni gros nuages, ni vent, rien qui aurait pu expliquer un phénomène météorologique. La lumière a duré quelques secondes puis tout est redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. On a tous les deux vu la même chose. On s'est regardé immédiatement, complètement choqués, en se demandant ce qui venait de se produire. On a commencé à parler vite, à essayer de trouver une explication logique, mais aucune ne tenait vraiment. Comme on vivait près d'une base militaire, et qu'on était encore jeune, on a fini par se convaincre que ça devait être lié à une activité secrète, quelque chose du genre expérience confidentielle ou technologie cachée, un peu comme ce qu'on entendait sur la zone 51. Après ça, l'ambiance a changé. On est resté dehors encore un moment, mais on était plus sur nos gardes. Chaque bruit nous faisait sursauter et on regardait souvent le ciel, en se demandant si ça allait recommencer. Finalement, on est rentré à l'intérieur sans vraiment en reparler, mais l'événement nous était resté en tête. Le lendemain matin, encore intrigué, j'ai cherché sur Internet pour voir si quelqu'un avait signalé quelque chose de similaire cette nuit-là. J'ai regardé des forums, des articles et des sites parlant de phénomènes lumineux ou d'activités militaires. Je n'ai rien trouvé qui correspondait à ce qu'on avait vu. Ces derniers temps, ça m'arrive de plus en plus souvent, au point où ça commence à vraiment me travailler. À la fois ça m'inquiétait, d'une certaine manière, ça me pousse encore plus à réfléchir à ce que ça signifie. La plupart du temps, ça se manifeste quand je conduis. Je remarque une voiture ou une personne bien précise derrière moi. Je la vois clairement dans le rétroviseur, je prends un virage, parfois je conduis assez énergiquement, et quelques secondes plus tard, cette même voiture apparaît devant moi. Exactement la même. Même année, même modèle, même couleur, parfois même le conducteur ou la conductrice. À chaque fois, je dis littéralement, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, à voix haute. Je me repasse la scène dans la tête en essayant de comprendre comment j'ai pu la rater ou comment elle a pu me dépasser sans que je le remarque. Parfois, c'est l'inverse qui se produit. Cette voiture ou cette personne était devant moi, je détourne l'attention un instant, je change de voie ou je tourne, et soudain je me retrouve devant elle. Comme si l'ordre s'était inversé sans transition logique. Ces moments sont brefs, mais ils laissent une impression étrange qui me suit pendant toute la journée. Aujourd'hui, il s'est passé autre chose. J'étais sous la douche, en train de fredonner et de chanter le refrain de La 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 de Sam Smith. Je chantais sans retenue, comme si personne n'était à la maison, ce qui était le cas. J'ai continué à la chanter en me préparant, puis en descendant jusqu'à ma voiture pour aller travailler. C'était juste une chanson qui me tournait dans la tête, sans raison particulière.
Je monte dans la voiture, j'allume la radio, et la chanson commence exactement à ce moment-là. Pas une autre de Sam Smith, pas un extrait, mais cette chanson précise. Je suis resté figé quelques secondes, en me demandant si je n'étais pas en train d'imaginer la chose ou de réécrire le souvenir dans ma tête. Pourtant, j'étais sûr de ce que je venais de chanter sous la douche. Ce n'est pas une chanson qu'on choisit au hasard dans une playlist, encore moins qu'on entend par coïncidence à la radio aussi longtemps après sa sortie. C'était pendant un déplacement d'entraînement en Hongrie, en plein hiver. Toute mon équipe est partie dîner en minibus pendant que j'étais resté dans la maison de location pour aller aux toilettes. Apparemment, personne n'a pensé à recompter les effectifs avant de partir. Quand je suis sorti de la maison quelques minutes plus tard, je me suis retrouvé face à une situation complètement irréelle. La rue était figée. Il n'y avait aucun mouvement, aucun bruit, pas même le vent. Juste la lumière jaune des lampadaires qui se reflétait sur une fine couche de neige fraîche. Tout semblait immobile, comme si le décor avait été posé là sans aucune vie dedans. À cette époque, les smartphones n'étaient pas encore courants. Je n'avais qu'un téléphone basique, sans crédit, totalement inutile pour appeler qui que ce soit. J'avais une montre par contre, et quand j'ai regardé l'aiguille des secondes, j'ai eu l'impression qu'elle avançait au ralenti. J'ai commencé à marcher un peu dans la rue, pensant que quelqu'un allait forcément apparaître ou qu'un bruit allait surgir. Rien ne se passait. Les maisons autour semblaient inhabitées, aucune lumière ne s'allumait, aucune porte ne s'ouvrait. À ce moment-là, le temps a commencé à me paraître anormalement long. J'avais l'impression d'être coincé dans cet instant, comme si le monde entier s'était arrêté et que j'étais la seule personne encore consciente. Ce qui est encore plus étrange, c'est la manière dont je me souviens de la scène. Quand j'y repense, je me vois souvent de l'extérieur, comme si j'observais la rue depuis la hauteur des lampadaires, en regardant une silhouette seule au milieu de la neige. J'ai même pensé à rentrer dans la maison, mais une sorte de curiosité étrange me retenait dehors, comme si partir aurait brisé quelque chose. Au bout d'environ 5 minutes, le téléphone a enfin sonné. Un de mes coéquipiers utilisait le téléphone du coach pour s'excuser, réalisant qu'il m'avait laissé derrière eux par erreur. Dès que l'appel s'est terminé, tout a changé presque instantanément. Une lumière s'est allumée dans une maison voisine, une voiture est apparue au bout de la rue et a tourné au coin, et les bruits habituels ont recommencé à exister. En résumé, le collier de mon chat s'était cassé. En attendant que le nouveau arrive par la poste, ma mère m'a proposé d'utiliser l'ancien collier de son chat. Ce chat était mort quand j'avais 2 ans. J'ai accepté, j'ai mis le collier à mon chat, et tout semblait normal. Un soir, nous étions tous les deux dans ma chambre. La porte était fermée à clé, il n'y avait aucun moyen d'entrer ou de sortir. J'avais amené mon chat dans la pièce avec le collier bien attaché autour du cou. À un moment, il a sauté du lit pour poursuivre quelque chose d'invisible, comme les chats le font parfois. Quelques secondes plus tard, il est remonté sur le lit. C'est là que j'ai remarqué que le collier avait disparu. C'était impossible. Le collier ne pouvait pas simplement glisser, et s'il était tombé par terre, je l'aurais forcément entendu. Il y avait plusieurs médailles dessus, les anciens tags de vaccination et d'identification du chat de ma mère, plus ceux de mon chat actuel. À chaque mouvement, ça faisait un bruit très reconnaissable. Pourtant, rien. Aucun son. J'ai fouillé toute ma chambre. Sous le lit, sous les meubles, dans les draps, dans les coins, absolument partout. Il n'y avait aucun doute possible, le collier devait être dans cette pièce. La porte était restée fermée tout le temps. Après un long moment, j'ai fini par abandonner en me disant qu'il réapparaîtrait bien un jour, comme les objets perdus le font parfois. Et effectivement, il a fini par réapparaître, mais pas du tout là où il aurait dû. Ma mère l'a retrouvé en bas, au rez-de-chaussée, accroché aux franges sous une chaise de la salle à manger. Il pendait là, comme s'il s'était coincé tout seul. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que le collier a été retrouvé le jour anniversaire de la mort de son ancien chat, le 1er novembre. Et quand on l'a récupéré, les médailles de mon chat n'étaient plus dessus.
Il n'y a aucune explication logique possible. Le collier ne pouvait pas descendre 3 étages tout seul, encore moins s'accrocher parfaitement à une chaise. Personne ne l'avait déplacé, personne n'avait touché à quoi que ce soit. Pour moi, il n'y a aucun doute. Norman avait retiré son collier à mon chat et l'avait emporté ailleurs pendant un moment, avant de le ramener. Ce n'était pas ma première rencontre avec le fantôme de Norman. Mais ça, ce sera une autre histoire. Je marchais seul de nuit dans le complexe touristique où je travaillais, au cœur du parc Algonquin. Je venais de terminer mon service, j'étais parfaitement sobre, et je me dirigeais tranquillement vers la zone réservée aux soirées du personnel. Le chemin était peu éclairé, entouré de forêts denses, avec cette odeur d'arbres humides et ce silence particulier qu'on ne trouve qu'en pleine nature la nuit. À un moment, du coin de l'œil, j'ai vu très nettement un vieil homme marcher à côté de moi, légèrement en avant. Ce n'était pas une forme floue ou une ombre. Il était là, clairement visible, avançant au même rythme que moi. J'ai tourné la tête pour le regarder directement et il était bien réel. Il portait des vêtements simples, sombres, et marchait comme s'il connaissait parfaitement l'endroit. Les règles étaient claires. Quand on n'était pas en service, on ne devait pas interagir avec les clients, sauf s'ils nous adressaient la parole en premier. Pour éviter tout problème, j'ai donc traversé la route et je me suis placé de l'autre côté. Je continuais d'avancer, un peu tendu, mais sans paniquer. Quelques secondes plus tard, j'ai tourné la tête pour vérifier où il en était. Il avait disparu. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement, rien. Nous étions entourés de bois épais, presque impénétrables. Il n'y avait ni sentier, ni clairière, ni endroit où il aurait pu se glisser sans que je l'entende. Même s'il avait essayé de s'enfoncer dans la forêt, j'aurais perçu le craquement des branches ou le frottement des feuilles. Mais il n'y avait absolument rien. Je me suis arrêté net. J'ai regardé autour de moi, devant, derrière, sur les côtés. Le chemin était vide. La forêt était immobile. J'ai même attendu quelques secondes, en me disant qu'il allait forcément réapparaître plus loin, ou sortir de l'ombre. Rien ne s'est produit. Il s'était littéralement volatilisé en l'espace de quelques secondes. J'ai repris ma marche, mais avec une sensation étrange au ventre, un mélange d'incompréhension et de malaise. Le reste du trajet m'a paru plus long que d'habitude, et chaque bruit naturel me semblait amplifié. Arrivé à la zone du personnel, j'ai hésité à en parler, puis j'ai préféré garder ça pour moi, de peur de passer pour quelqu'un qui se fait des films. Un jour, je suis parti faire du vélo avec des amis. D'habitude, on tournait simplement dans notre quartier jusqu'à ce qu'on s'ennuie, puis on finissait chez quelqu'un pour jouer au basket ou aux jeux vidéo. Mais cet été-là, on avait enfin le droit d'aller jusqu'à la piste cyclable et de la suivre aussi loin qu'on le voulait. Pour nous, c'était une vraie liberté. Après un long moment à rouler, on devait être à environ 13 km de notre point de départ. On traversait un parc où je jouais souvent quand j'étais plus jeune, un endroit rempli de souvenirs. J'étais un peu en avance sur le groupe, concentré sur la route, quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vu. Il y avait un gamin sur le côté du chemin, et il me ressemblait exactement. Même taille, même corpulence, même trait du visage. C'était comme si je regardais mon propre reflet en plein air, sans miroir. Sur le moment, j'ai senti un frisson me parcourir. J'ai continué d'avancer à vélo, mais je n'arrêtais pas de me retourner, incapable de comprendre ce que je voyais, en me demandant ce qui était en train de se passer. Je ne me suis pas arrêté, comme si mon corps refusait de le faire. Derrière moi, mes amis, eux, se sont arrêtés près du garçon. Ils lui ont demandé où était son vélo, pensant qu'il faisait partie du coin ou qu'il avait un problème. Le gamin les a regardés avec un air méfiant et leur a simplement répondu qu'il ne les connaissait pas. Puis il a commencé à s'éloigner en trottinant, sans se retourner, disparaissant peu à peu entre les arbres du parc. Quand mes amis m'ont finalement rejoint, ils étaient silencieux, visiblement mal à l'aise. Ils m'ont dit que le gamin était étrange, qu'il leur avait donné une drôle d'impression, sans vraiment savoir pourquoi.
Je leur ai alors expliqué ce que j'avais vu et à quel point il me ressemblait. L'ambiance est devenue lourde d'un coup. On a décidé d'arrêter la balade là. Personne n'avait envie de continuer, ni même de rester dans le parc. On a fait demi-tour et chacun est rentré chez soi, sans plaisanter comme d'habitude. Je suis quelqu'un de très assidu à la salle de sport. En entrant dans mon appartement, juste en face de la porte, il y a une petite étagère à chaussures. C'est là que je range tout mon matériel de sport, mes bandes pour les genoux, ma ceinture de force, mes chaussures. Sur le dessus de cette étagère, je pose toujours ma carte de gym. L'étagère est noire, la carte est noire et rouge, et le rouge se voit immédiatement. C'est un geste automatique, je la pose toujours exactement au même endroit. Il y a environ 6 mois, impossible de mettre la main sur cette carte. J'ai fouillé tout l'appartement. Normalement elle est sur l'étagère, mais parfois je la glisse dans mon portefeuille ou je la pose sur la table de la cuisine. J'ai tout vérifié plusieurs fois, méthodiquement, sans succès. Au cours des 4 semaines suivantes, j'ai dû la chercher encore 5 ou 6 fois. Mon ex-copine m'a aidé à plusieurs reprises. On a regardé dans les tiroirs, sous les meubles, dans les sacs, même dans des endroits absurdes où elle n'aurait jamais dû se trouver. Rien. À force, j'ai fini par accepter l'idée que je l'avais perdue quelque part à l'extérieur. Un jour, je fais une dernière grande recherche, plus par principe que par espoir. Toujours rien. Je décide alors d'aller à la salle et de demander une nouvelle carte. Au comptoir, j'explique que je l'ai perdue, mais je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille. Je leur dis que je repasserai un autre jour pour payer et récupérer la nouvelle carte. Ils me laissent quand même entrer pour m'entraîner. Je fais ma séance normalement, sans trop y penser, puis je rentre chez moi. J'ouvre la porte, et là, juste en face de moi, posée sur l'étagère, exactement à l'endroit où je la mets toujours, se trouvait ma carte de gym. Bien visible. Impossible de la rater. Comme si elle avait toujours été là. Je suis resté immobile quelques secondes, à la fixer, en essayant de comprendre. Je l'ai prise, retournée dans tous les sens, comme si ça pouvait m'aider à trouver une explication. J'ai immédiatement appelé mon ex-copine pour lui demander si elle l'avait retrouvée ou déplacée. Elle m'a répondu que non, et m'a rappelé qu'on l'avait cherchée ensemble plusieurs fois sans jamais la voir. Ce qui rend la chose encore plus dérangeante, c'est que j'étais passé devant cette étagère des dizaines de fois pendant ces semaines. Je posais mes clés là, je prenais mes chaussures là, je regardais cet endroit tous les jours. La carte n'y était clairement pas. Une fois, j'ai fait un rêve étrange, un de ceux dont la logique paraît absurde une fois réveillée mais qui, sur le moment, semble parfaitement cohérente. Dans ce rêve, j'étais devenu un Rubik's Cube. Ce qui est troublant, c'est que cela ne m'a pas choqué une seule seconde, tout me paraissait normal. J'existais simplement sous cette forme, je pensais, je ressentais, et le monde autour de moi suivait les mêmes règles. Les bâtiments, les arbres, les objets, tout était cubique. Les lois physiques n'étaient plus celles que je connaissais, mais elles étaient stables, évidentes, et je n'avais aucune raison de les remettre en question. Dans ce monde-là, on ne marchait pas vraiment, on se déplaçait par rotation, et l'ordre des choses dépendait de l'alignement des faces. Rien ne me semblait étrange. Puis je me suis réveillé dans mon lit, persuadé d'avoir quitté ce rêve. J'ai souri intérieurement en me disant que c'était quand même une idée bizarre, mais après tout, ce n'était qu'un rêve. La lumière entrait par la fenêtre, mon appartement était silencieux, tout semblait parfaitement normal. Jusqu'au moment où j'ai levé la main. À la place de ma main, il y avait un Rubik's Cube. Les couleurs étaient vives, le plastique dur, et quand j'ai essayé de bouger mes doigts, ma main a simplement pivoté sur elle-même. La panique est montée immédiatement. Je me suis précipité vers le miroir et ce que j'y ai vu m'a horrifié, mon visage était désorganisé, mes yeux et ma bouche n'étaient plus à leur place, comme si quelqu'un avait tourné ma tête par section, exactement comme on le ferait avec un Rubik's Cube. Et pourtant, je voyais, je respirais, je pensais encore.
C'est à cet instant précis que je me suis réveillé pour de vrai, en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Mes mains étaient humaines, mon visage intact, et j'ai passé de longues secondes à tout vérifier, incapable de calmer mon esprit. J'avais fait un rêve à l'intérieur d'un rêve, et la sensation était profondément dérangeante, comme si la réalité s'était brièvement fissurée. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais en me levant, j'ai découvert un Rubik's Cube posé sur la table de mon salon, alors que je vis seul et que je n'en possède aucun. Pris d'une peur irrationnelle, j'ai fini par le brûler, convaincu que mon appartement était hanté ou que cet objet ne devait pas exister. Depuis ce jour, plus rien d'étrange ne s'est produit, mais il m'arrive encore de me demander si nos rêves sont des réalités alternatives, ou simplement des sortes de sandbox où la simulation teste des possibilités avant de les effacer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.